Mort au faux empereur! Un siècle avant le début de l'hérésie d'Horus, un enfant est né. Un enfant qui serait différent de ses frères, un enfant qui était unique. Ayant vu le jour sur un monde qui n'avait pas de soleil, Nostramo venait d'accueillir l'un des hommes qui sonnerait son glas, Jago Sévatarion. Sévatar venait de naître. Dès son plus jeune âge, il se sentait différent. Il avait du mal à se sentir à son aise avec les autres humains. Mais il avait tout de même des amis. C'étaient des corbeaux à qui il donnait les restes humains de son repas. Avec cette étrange pratique, il gagna le surnom du prince des corbeaux. Un surnom qui allait l'accompagner durant toute son existence. Et si je dis qu'il s'était lié d'amitié avec ces oiseaux, ce n'était pas pour rien. Dès son plus jeune âge, Sévatar avait montré qu'il était en possession d'immenses pouvoirs psychiques. Et c'était ses talents de psycheur qui lui donnaient la possibilité de communiquer avec les corbeaux. Mais ses pouvoirs le dérangeaient. Il a ainsi pris la décision de les restreindre. Et il tiendra cette décision toute sa vie. Ou presque. Même durant sa jeunesse, il avait du mal socialement, il ne s'entendait pas avec les autres. Et c'était même impossible pour lui d'envisager d'autres opinions que le sien. Et ça, même s'il arrivait à comprendre qu'ils avaient vécu d'autres expériences que lui. C'était juste impossible pour Sévatar de se mettre à leur place et de concevoir leur façon de voir le monde. Et en vérité, c'était dû au fait qu'il se trompait pratiquement jamais, il n'avait que très rarement tort. Même au vu des difficultés qu'il avait socialement, sa mère ne perdait pas espoir et tentait de le rassurer, lui affirmant que le temps lui permettrait de changer et qu'il deviendrait meilleur avec les autres. Autant dire qu'elle se trompait. En grandissant, Sévatar a fini par se faire repérer par la 8e Légion de Space Marine, les Night Lords de Konrad Kurz. Il suivit alors le parcours habituel d'un Astartes. À ceci près qu'il se révéla comme étant un guerrier impitoyable et un combattant incroyablement doué. Aussi dangereux qu'impitoyable, le seul mot pour décrire l'ascension du prince Corbeau est fulgurante. Si bien qu'il fut rapidement considéré comme le plus grand guerrier de sa légion. Et il prit place en tant que premier capitaine des Night Lords, se plaçant ainsi aux côtés de son père et primarque, le Night Hunter Konrad Kurz. Maintenant devenu Astartes, il réprimait plus que jamais ses pouvoirs psychiques. Enfin, il les ignorait et il faisait tout pour les faire taire. Mais ces derniers restaient présents et il faisait savoir qu'ils existaient. Ses capacités innées le rendaient différent en tant qu'individu. Et c'est une chose qui s'avérait particulièrement vraie lorsqu'il combattait. Il était juste meilleur que les autres. Il courait plus vite, sautait plus haut, frappait plus fort. Il se fatiguait plus lentement et il tuait plus rapidement. C'était grâce à ça qu'il avait pu gravir si aisément les échelons des seigneurs de la nuit. Il était si redoutable qu'il n'a jamais connu le goût de la défaite en duel lors de la Grande Croisade. Enfin, il n'a pas connu la défaite, mais un homme l'a forcé à faire égalité. Sigismund, le champion de l'empereur et le premier des Black Templars. Les deux surhommes se sont affrontés dans un duel titanesque opposant les deux champions de leur légion. Un duel qui n'était que du sport à l'époque. Mais c'est une opposition qui dura plus de 30 heures et qui attira des centaines de spectateurs, autant des Night Lords que des Imperial Fists. Durant ces 30 heures, les deux cousins s'affrontèrent, faisant rugir leurs lames l'une contre l'autre. Un bon nombre de jurons étaient également envoyés. J'imagine bien plus de la part du prince des corbeaux que du Templier. Sentant la rage monter, Sévatar a fini par tricher, brisant les règles du duel et assénant un violent coup de tête à Sigismund. Le duel sportif s'est ainsi conclu en match nul, brisant ainsi la série de victoires de l'invincible Templier. Guerrier honorable et fidèle à lui-même, l'Imperial Fist en fut amusé et se mit à rire. Et c'est cette réaction qui donna un véritable goût de défaite à Sévatar, car il respectait son adversaire et il reconnaissait sa valeur. Mais surtout, il jalousait ce trait de caractère, car il avait beau avoir grandi, il avait toujours autant de mal à rire, plaisanter ou s'unir avec ses frères. Logiquement, là tu dois te dire que c'est un truc de ouf qu'il ait fait match nul avec Sigismund après plus de 30 heures de combat. Parce que tout le monde sait que Sigismund, c'est un monstre. Mais en vérité, je trouve que ce duel, il révèle surtout que le Templier, c'est vraiment un combattant de ouf. Parce que Sévatar, c'est pas n'importe qui, il est hyper puissant, ultra vicieux et vraiment très dangereux. Et là où il se démarque, c'est qu'il a aucune pitié et aucun honneur en duel. Il va faire toutes les crasses possibles et imaginables pour gagner le combat. Mais surtout, c'est ses pouvoirs qui font de lui une vraie menace. Parce qu'il a beau les restreindre le plus possible, c'est assez fréquent qu'ils interviennent en combat et qu'ils lui donnent la possibilité de voir l'avenir instantané. Et c'est juste abusé en duel. Et pourtant, même avec ça, Sigismund, il est parvenu à le tenir pendant plus de 30 heures. Non, vraiment, les deux, c'est deux monstres. Même si durant la Grande Croisade, Kurz, Sévatar et les Night Lords étaient encore fidèles à l'empereur, ça ne les a pas empêchés d'être les auteurs d'un sacré paquet de crimes de guerre. On va pas tous les aborder parce que sinon la vidéo elle ferait 6 heures. Mais on peut s'intéresser à la dévastation de Zoa qui à la base devait être une simple conquête et qui a fini en véritable carnage où les Night Lords ont massacré 1/10 de la population locale et ont failli aussi massacrer les fils de Magnus. Ce conflit entre légions a commencé parce que les Thousand Sons ainsi que leur primarque voulaient préserver le savoir du peuple qui s'incarnait en un bâtiment nommé la Tour de la Sérénité.
sérénité. Mais le Night Hunter, lui, il voulait la détruire. Ainsi, il a envoyé Sévatar pour faire face à Ahriman qui était chargé de protéger la dite tour. Le roi pourpre et ses fils voulaient protéger le droit et l'accès au savoir. Et le primarque des Night Lords, lui, il voyait la connaissance comme un véritable danger pour l'unité impériale, craignant qu'elle empêcherait l'obéissance des sujets de l'Imperium. Et Magnus était bien naïf, il ne pensait pas son frère capable de détruire le monument. Mais Kurz ordonna au prince des corbeaux de faire bombarder la tour, ce qu'il fit sans hésiter et qui provoqua le repli du primarque de la 15e légion. Et cet événement fut ensuite censuré. Sévatar était le fils préféré de son primarque, ainsi il pouvait par moments tempérer l'instinct psychopathe et meurtrier de son père. L'exemple parfait de cette influence fut lors du châtiment de Carinae. Il était parvenu à convaincre son primarque de ne pas s'engager dans un conflit avec Corvus Corax et sa Ravengard. Et c'est à ce moment que Konrad Kurz a annoncé à son premier capitaine que l'heure de faire couler le sang de ses frères n'était pas encore arrivée. Surpris, Sévatar interrogea son primarque pour savoir s'il avait prévu d'un jour faire couler le sang d'un autre des fils de l'empereur. Et suite à cette question, le roi sombre fixa le prince des corbeaux et lui répondit simplement qu'il connaissait la réponse à cette question. Et surtout, il lui annonça que ce dernier était promis à une mort certaine dans un lieu aussi terrible qu'un champ de bataille mais dénué de toute gloire. Les crimes de guerre et les massacres honteux seraient nombreux dans l'histoire des Night Lords et de Sévatar. Mais il y en a un plus notable que les autres, c'est la destruction de Nostramo. Tout commença lorsque l'absence du Night Hunter sur son monde natal commença à se faire longue. Les anciennes familles de Nostramo ont fini par avoir une idée. Une idée qui les poussa à renverser le gouvernement que Kurz avait mis en place. Ainsi, dans le but de détruire les Night Lords de l'intérieur, ils ont cessé de leur envoyer les meilleurs éléments de Nostramo. Et ils ont commencé par envoyer les pires ordures possibles et imaginables, vidant les immondes prisons que Kurz avait remplies auparavant. Petit à petit, le primarque remarqua que les massacres commis par ses fils étaient de plus en plus nombreux. Mais lorsqu'il a compris ce qu'il se tramait, il était déjà trop tard. La pourriture était bien trop installée. Les véritables officiers n'avaient plus suffisamment de pouvoir et les faux Night Lords étaient trop nombreux. Le primarque a alors commencé à exécuter ses propres légionnaires, ou par des hommes de confiance tels que Sévatar, camouflant ses exécutions arbitraires par de faux bombardements. La solution que Kurz avait trouvée portait un nom: l'Exterminatus. Sévatar a approuvé ce plan, jugeant tous les deux que la société de Nostramo était compromise. L'écuyer du primarque tenta de faire comprendre au premier capitaine que leur père perdait la tête et qu'il devait empêcher la destruction de leur monde natal. Mais le prince des corbeaux ne voulait rien savoir, bien qu'il admettait tout de même que le Night Hunter était de plus en plus instable. L'Exterminatus eut bel et bien lieu, le monde de Nostramo était détruit. Et les mutineries qui se sont déclenchées dans la flotte des Night Lords pour arrêter le bombardement se sont fait écraser par Sévatar et ses Atramentars. Les Atramentars, c'est l'escouade de Terminator d'élite de la première compagnie qui est dirigée par le premier capitaine. Alors que l'Imperium avait l'œil sur les Night Lords plus que jamais et que l'empereur demandait leur retour sur Terra, Kurz devenait de plus en plus fou mais Sévatar lui restait fidèle. De toute façon, l'inquiétude de l'Imperium allait rapidement perdre en intérêt, puisque l'hérésie d'Horus allait commencer. Après le massacre d'Ist-23, l'empereur envoya 7 légions pour mater la rébellion d'Horus, Fulgrim, Angron et Mortarion. Pas de chance, dans les 7 légions envoyées, il y avait les Iron Hands, les Salamanders et la Ravengard. Mais surtout, ils étaient accompagnés de l'Alpha Légion, des Worldbearers, des Iron Warriors et des Night Lords. Stratégie vraiment malchanceuse pour l'Imperium puisque la première vague d'assaut sur Ist-25 allait compter les 3 légions loyalistes et la seconde les 4 légions qui étaient secrètement hérétiques. Peu de temps avant que le grand plan se mette à exécution, Lorgar convoqua les officiers de l'hérésie à bord de son vaisseau, afin de leur rappeler une dernière fois l'importance de leur mission pour bâtir un nouvel Imperium véritablement juste à leurs yeux. Une fois que Lurizen eut fini son discours, le prince des corbeaux fut le premier à briser le silence, déclarant la phrase légendaire qui sera hurlée tout au long de l'hérésie. Mort au faux empereur. Sévatar s'est ainsi rendu sur Ist-25 avec ses Atramentars, mettant à exécution leur plan en massacrant les loyalistes, se concentrant principalement sur la Ravengard au vu de la rivalité entre leurs deux primarques. On ignore tout des actions de Sévatar durant ce massacre, mais on sait qu'il a reçu une punition de son primarque. Un de ses gantelets a été peint en rouge, ce qui était une ancienne tradition des gangs de Nostramo, indiquant que le premier capitaine avait commis d'impardonnables manquements à l'égard de son primarque au point où il méritait la mort. Il devait alors arborer ce rouge pour porter sa honte jusqu'à ce que le roi sombre décide de le tuer. Toutefois, ce n'est pas ce que l'on sait sur ses actions sur Ist-25, car il fut le témoin et pas le plus grand fan de la possession démoniaque des Galvorbak, si bien que lorsque Argeltal a voulu féliciter le prince des corbeaux pour leur victoire, ce dernier le repoussa et eut comme réponse de cracher aux pieds du seigneur écarlate, affirmant ainsi ouvertement que lui et sa légion étaient non seulement hostiles aux Worldbearers mais aussi à la corruption du Warp.
Après le massacre du site d'atterrissage, les Night Lords ont été affublés d'une nouvelle mission par le maître de guerre. Ils devaient se rendre dans le système Tramas afin d'occuper le lion. C'est ainsi que la croisade de Tramas, un conflit de près de 3 ans, débuta. Sévatar a été la clé de cette croisade, menant et dirigeant la plupart des assauts tout en essayant de gérer son primarque qui sombrait de plus en plus dans la folie. Les efforts du capitaine ont permis aux Night Lords de soumettre le secteur Triplex, composé de mondes forges qui allaient pouvoir servir d'approvisionnement aux seigneurs de la nuit. C'est Sévatar en personne qui, accompagné de ses Atramentars, a pu briser le plus petit monde dont la loyauté indéfectible envers l'empereur le rendait véritablement résistant. Un exploit dont il refusa toute récompense et il poursuivit la croisade. Les Night Lords incarnaient un véritable problème et semblaient dominer le conflit jusqu'à ce que Lionel Johnson s'implique personnellement. Sévatar devait redoubler d'efforts afin de poursuivre la lutte tout en empêchant de se trouver nez à nez avec l'intégralité de la force des Dark Angels. La bataille ayant eu lieu sur le monde de Crucible allait être un véritable tournant dans la croisade, car ce monde servait de porte d'entrée à Triplex que le lion souhaitait attaquer. Les Night Lords devaient ainsi protéger leur seule source d'approvisionnement qu'ils avaient si durement obtenue. Et à vrai dire, tout se passait bien pour les hérétiques, si bien que l'assaut qu'ils ont lancé était si brutal qu'ils ont failli vaincre les Dark Angels. Toutefois, tout allait se compliquer lorsque Curse, qui avait pris la tête de ses armées pour cette bataille, allait de nouveau sombrer dans la folie. Il a rompu la formation initiale et il a traversé tout le champ de bataille afin de trouver le lion. Sévatar et ses Atramentars se sont empressés de le suivre pour le protéger et lui dégager le chemin. Toutefois, les soucis de la 8e Légion se sont de nouveau révélés. Les autres officiers étaient avides et indisciplinés. Les Night Lords n'étaient plus qu'un assemblage de gangs dirigés par des petits chefs lorsque Sévatar ou Curse n'étaient plus là pour les commander. Des White Scars qui s'étaient alliés au roi sombre et à ses fils en ignorant la véritable raison du conflit se sont retournés contre eux en apprenant la vérité. La confusion causée par l'indiscipline et par cette trahison a permis au lion d'obtenir la victoire. Mais ça aurait pu être bien plus tragique si Sévatar n'avait pas été là pour traîner son primarque hors du champ de bataille. Ainsi, ils avaient certes essuyé une lourde défaite, mais ils étaient toujours vivants pour se battre. Mais l'équilibre de cette croisade avait changé. Les Dark Angels avaient repris l'ascendant. Alors que le conflit durait depuis plus de 2 ans, Sévatar fut l'un des 2 officiers à accompagner son primarque dans une rencontre avec le lion. La rencontre avait eu lieu sur un terrain neutre et opposait Lionel Johnson, Alajos et Corsvain à Curse, Sévatar et l'écuyer Chang. Le premier capitaine insulta directement les loyalistes afin de les perturber. Et Corsvain, lui, il l'interrogea sur ses gantelets rouges. Après que le prince des corbeaux lui en ait expliqué la raison, il n'a pas fallu longtemps pour qu'un combat éclate. Combat dans lequel Sévatar décapita Alajos avant d'emmener son primarque en sécurité et de promettre la fin du lion et de ses fils. Toutefois, ce n'est pas véritablement ce qui allait se passer, puisque les lions ont tendu une embuscade sur Sheol 9 alors que les Night Lords récupéraient des forces. Cette attaque sonna la fin de la croisade de Tramas. La 8e Légion venait de perdre un quart de sa flotte et de ses guerriers. Durant l'assaut surprise, Lionel Johnson est parvenu à blesser Curse si gravement qu'il a été plongé dans un profond coma. C'était maintenant Sévatar, le maître de la Légion. Fuyant les Dark Angels à bord du Nightfall, leur vaisseau amiral, il a pris la décision de créer un nouveau Chiroptera, qui est le cercle dirigeant de la Légion et les plus proches conseillers du primarque dont Sévatar faisait partie depuis longtemps. En exécutant les derniers membres de l'ancien conseil, le prince des corbeaux déclara que les Night Lords devaient nullement être loyaux à Horus et qu'ils se devaient d'être indépendants. Il a ensuite pris la décision de séparer la Légion en 6 compagnies qui seraient indépendantes les unes des autres. Le primarque de son côté était toujours inconscient et c'est à ce moment que Sévatar démontrera tout son amour et toute sa loyauté envers son père. Il a pris la décision d'utiliser consciemment ses pouvoirs psychiques pour tenter de le réveiller en pénétrant son esprit. Le Night Hunter le repoussa et la violence du refus fit perdre connaissance au premier capitaine. À son réveil, c'était déjà trop tard. Les Dark Angels les avaient retrouvés et il devait fuir. Préparant une fuite aussi risquée qu'inévitable, le primarque se réveilla soudainement et ses intentions étaient tout autres. Il ordonna à son second de téléporter lui et les Atramentars à bord du vaisseau amiral du Lion. La folie de Curse parla et la loyauté de Sévatar répondit. Alors que l'escouade d'élite et le primarque venaient de se téléporter, le premier capitaine allait les rejoindre jusqu'à ce que le système de téléportation soit détruit par les Dark Angels. Il était bloqué, mais il était hors de question qu'il abandonne son primarque. Ni une ni deux, il ordonna à un pilote de retourner sur le Nightfall avec son chasseur. Ainsi, Sévatar s'agrippa à l'aile du vaisseau qui repartit dans le vide sidéral. Il aborda seul le vaisseau des Dark Angels depuis l'espace. Mais ce n'était que le début. Il se devait de rejoindre son père. Il massacra tous les loyalistes qui se dressaient sur sa route. Dans un carnage et dans une brutalité telle que l'on croirait voir un custodes affronter des gardes impériaux. Malheureusement pour lui, tout acte a ses conséquences. Les pouvoirs psychiques qu'il avait libérés ont déclenché des effets néfastes chez le Night Lord. Il les refusait et les bloquait depuis si longtemps qu'il ne supportait pas leur présence. Alors qu'il luttait pour rejoindre le pont où l'affrontement entre Curse, le Lion et leurs forces respectives avait lieu, il perdit connaissance et se fit capturer par les loyalistes.
Le premier capitaine se réveilla attaché au fond d'une cellule froide et humide du vaisseau amiral des Dark Angels. Aucun signe de son primarque ou de quoi que ce soit d'autre. Soudain, une vision lui est apparue. C'était Krukesh, un Night Lord du nouveau Chiroptera que Sevatar avait créé. Il s'était emparé du Pharos, un dispositif Xenos qui lui permettait de communiquer avec son supérieur. Sauf qu'au lieu de lui annoncer une bonne nouvelle ou de le prévenir que ses frères allaient venir le libérer, il se moqua de son capitaine enfermé avant de couper la communication. Depuis qu'il avait tenté de réveiller son père du coma, il ne pouvait plus restreindre ses pouvoirs psychiques qui le faisaient atrocement souffrir. Il était constamment nauséeux, il crachait du sang, il souhaitait mourir. Jusqu'à ce qu'il finisse par entendre une voix. Cette voix l'a rapidement apaisé. C'était la voix d'une petite fille. Elle soulageait sa douleur ainsi que sa solitude. Il pensait que c'était la voix d'un fantôme, l'esprit d'une petite fille qui cherchait à communiquer avec lui. Mais il n'en était rien. La voix affirmait qu'elle était bel et bien vivante. C'était en vérité Altani Shedu, une astropathe extrêmement puissante qui était liée au cœur astropathique du vaisseau. Elle avait senti l'immense douleur psychique que le prince des corbeaux ressentait et elle voulait lui venir en aide. Les jours passèrent et la voix de l'enfant apaisait véritablement les souffrances du surhomme, jusqu'à ce que le silence revienne. Plusieurs jours durant, la petite fille avait disparu. Celui qui avait passé sa vie à répandre la terreur découvrait une angoisse nouvelle, jusqu'à ce que la voix d'Altani se fit entendre à nouveau. Sevatar était heureux comme il ne l'avait jamais été, la remerciant sincèrement d'être revenu. Sauf qu'elle lui annonça que son absence n'était pas de son plein gré. Son maître de cœur avait découvert qu'elle échangeait avec un hérétique. Et il l'avait battu à mort pour ça, lui brisant même la colonne vertébrale. L'ancien premier capitaine a été enragé de cette nouvelle. Lorsque le vaisseau est arrivé en orbite de Macragge où Sevatar allait être déplacé, Altani est parvenu à prendre le contrôle de l'esprit des Dark Angels qui allait le transférer afin qu'il puisse s'échapper. La jeune fille voulait le mener à une navette pour qu'il puisse s'enfuir. Mais il n'en eut que faire, il voulait savoir où elle se trouvait. Elle l'a guidé jusqu'à elle et ainsi elle put le voir de ses propres yeux et il put la voir également. Mais si Sevatar s'était rendu en ce lieu, c'était pour une raison unique. Il se saisit du maître de cœur d'Altani avant de l'étrangler et de lui briser la nuque. Il s'est ensuite fait encercler par les Dark Angels mais il s'est rendu sans opposer de résistance. Il estimait avoir accompli son devoir en appliquant une juste punition. Un monstre qui protégea une enfant d'un monstre encore plus terrible. De retour dans sa cellule, la présence psychique d'Altani avait sauvé Sevatar. Ses pouvoirs ne le faisaient plus souffrir. Ils ont ainsi pu continuer à converser, ce qui rendait Sevatar extrêmement heureux. Et ce, jusqu'à ce que la mort vienne le saisir. Enfin, est-ce qu'il était vraiment mort? On ignore la façon dont il est mort ou même s'il est mort. Après sa disparition, il y a eu un nouveau premier capitaine nommé Zo Sahal. Mais il n'était pas Sevatar, la Légion s'était divisée et les Atramentars également. Seul le prince des corbeaux aurait pu les garder unis. Suite à la défaite de l'architraître, la Légion se reforma sous l'autorité du Night Hunter. Malheureusement, sombrant de plus en plus dans la folie, le primarque demandait fréquemment à ce que son ancien premier capitaine soit à ses côtés. Et on lui rappelait à chaque fois qu'il était mort depuis longtemps. Et à chaque fois qu'on lui annonçait cette nouvelle, il semblait troublé. Il refusait d'accepter la mort de celui qu'il considérait véritablement comme son fils. Après que l'assassin M-Shen ait tué Conrad Kurz, la Légion s'est de nouveau divisée. Et ça car aucun Night Lord ne pouvait s'imposer en tant qu'héritier. Et un certain chasseur d'âmes, Talos Valcoran, affirmait qu'il n'y avait que Sevatar qui aurait pu s'imposer en tant que maître de la Légion. Ce simple fait démontrant amplement à quel point il était unique parmi ses frères et qu'il a marqué l'histoire de sa Légion. Encore aujourd'hui, on ignore si le prince des corbeaux erre toujours dans la galaxie ou s'il est mort depuis bien longtemps. Et je peux pas conclure cette vidéo sans aborder ce sujet. En l'écrivant, j'ai vu certaines rumeurs circuler sur Sevatar. Et ça a commencé lorsque j'ai vu ce commentaire sous ma vidéo sur les Carcharodons. Mais en faisant des recherches pour l'écriture, j'ai vu cette information revenir encore et encore sur des Reddit où des gens y croyaient vraiment. Donc j'ignore pourquoi, comment et dans quel but. Mais ce n'est pas pleinement impossible que Sevatar soit à l'origine des requins du vide. Je te remercie. N'hésite pas à t'abonner à tous mes réseaux et n'oublie pas, on parle de Warhammer tous les jours. Somebody get